Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 29 ans, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée en janvier et depuis j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes réflexions et mon ressenti. Donc c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du diagnostic et de l'autodiagnostic. Donc je m'excuse par avance pour la lumière qui est vraiment bizarre. Ça fait 20 minutes que j'essaie de trouver la bonne lumière. Bon, le mois de novembre, ça n'a pas l'air terrible pour filmer, donc désolée, j'ai pas pu faire mieux. On va quand même essayer de parler ensemble de l'autodiagnostic et du diagnostic. Alors, plutôt que de faire un retour diagnostic, ce que je fais environ tous les 2 mois pour évoquer mon évolution, mon état d'esprit après le diagnostic, j'ai plutôt envie de faire une vidéo plus globale sur la démarche de l'autodiagnostic et ou celle du diagnostic. Donc, pourquoi faire et finalement vous expliquer un peu dans les grandes lignes ce qu'on peut traverser comme émotion parce que c'est pas anodin comme démarche, comme entreprise. Déjà, quand on commence à penser à l'autisme, c'est qu'on a eu des difficultés, qu'on a eu un parcours douloureux, qu'on est peut-être allé voir des thérapeutes, que des personnes nous ont peut-être dit il y a des choses qui ne vont pas, tu comprends pas ça, t'es fatigué, je sais pas. Et donc, c'est sûr que, en fait, l'autodiagnostic, il arrive un peu parfois malgré nous. On voudrait pas forcément, il y a une partie de nous, je pense, qui résiste. On voudrait pas forcément être amené à se poser ces questions-là, mais à un moment donné, on peut plus, je dirais, faire semblant, faire avec ou se mentir à soi-même et on est confronté à notre différence, quoi. Donc moi, ça s'est passé typiquement, déjà j'avais des difficultés au travail, de plus en plus nombreuses, une fatigue, je suis allée voir la psychologue et la première question qu'elle m'a posée c'est est-ce que vous avez déjà passé un test de QI? Et là, cette question, d'un coup, je me suis un peu bloquée, en fait, j'ai un peu bugué. Mais je pense que c'était quelque chose de tellement difficile à accepter pour moi. Et c'est pour ça aussi que je voudrais dire que l'autodiagnostic, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, qu'on fait d'un coup comme ça, on lit des choses et ça y est, on s'est autodiagnostiqué. C'est vraiment un long processus. Et au départ, c'est presque douloureux ou en tout cas il y a une chape de plomb assez importante où on veut pas lâcher en fait, on veut pas se dire que c'est ça. Donc moi là d'un coup elle m'a confrontée à ma différence en fait neurologique en me parlant de ce test de QI et je voulais pas y aller donc en fait j'ai vraiment occulté la question et c'est un peu bizarre parce que chez moi je fonctionne pas comme ça d'habitude, j'ai tendance à aller au bout des choses mais là vraiment hop fallait pas qu'on en parle. Donc c'était vraiment pour vous expliquer que ça n'arrive pas d'un coup l'autodiagnostic et qu'au départ, je pense qu'il y a une phase un peu de rejet, de tension. En fait, on est en tension en soi entre une part de soi quand même, on veut y aller, on veut avoir des réponses, et une autre part où on a du mal à accepter, on veut pas, on refuse, voire on refoule cette idée. Et finalement, il a fallu quelques mois, donc ça prend un peu de temps. Vous voyez, il a fallu plus précisément 4 mois pour que je revienne à cette idée de une différence, voilà, test de QI, donc douance, peut-être au potentiel, etc. Il a fallu du temps, il a fallu que plusieurs personnes m'en parlent sans se consulter entre elles pour que je commence à cheminer. Et à partir de là, mon cerveau avait un peu accepté quand même cette idée de je suis peut-être un peu différente de la norme, oui, ça expliquerait certaines choses et j'ai commencé à cheminer. Bon, mais ça, c'était une première porte. Et par rapport à l'autisme, je pense que c'est encore plus important. C'est vraiment, ça demande du courage, vraiment. Un autodiagnostic, c'est-à-dire déjà avoir conscience de ses difficultés, de ses particularités, de s'être posé des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je ne réagis pas de la même façon? Pourquoi ça m'épuise? Ça demande déjà une bonne connaissance de soi, mais aussi, je dirais, quelque chose où on est en connexion avec soi-même. Et parfois, en fait, l'effet pervers de l'éducation qu'on a reçu, c'est quand on nous déconnecte de nous-mêmes à travers la dissonance cognitive en nous faisant douter de nos ressentis, de nos vécus, de nos difficultés. Mais non, mais est-ce que tu es bien sûr que ça s'est passé comme ça? Mais non, mais si tu as réagi comme ça, c'est uniquement la fatigue ou le stress, ça ira mieux demain. Mais non, mais ce n'est pas ce que tu as ressenti.
Est-ce que ce n'est pas plutôt ça que tu as ressenti? Ça expliquerait mieux les choses. Et donc en fait on s'auto-persuade et au début c'est pas automatique mais ça le devient je pense au fur et à mesure des années. On s'auto-persuade de certaines choses, qu'on est comme les autres, qu'il n'y a pas de problème. Et donc moi, pour vous expliquer, c'était vraiment très enfoui. J'avais même pas conscience d'être décalée par rapport aux autres. J'avais bien mené ma barre j'avais bien compensé, pris tous les chemins de traverse pour quand même avoir des copines, mais pas trop, pour quand même pouvoir me reposer, avoir des amis, mais pas dans des groupes, dans des cercles différents pour ne pas avoir à être confrontée à la communication de groupe qui m'était clairement en difficulté. Et donc j'ai tenu comme ça en me disant à moi-même, il n'y a pas de problème, au contraire, je comprends très bien, je suis sociable, j'ai des amis, je suis normale. Et l'obsession de la normalité, elle vient aussi chez nous avec cette douleur justement de se rendre compte qu'on est différent. Et parce que cette différence, elle est totalement invisibilisée par la société, rejetée. On est en danger quand on est différent dans cette société. Et donc il faut surtout pas l'être. Ou en tout cas, si on l'est, il faut surtout pas le montrer. Enfin, je pense que c'est un peu le message qu'on se dit inconsciemment. Et donc c'est pour ça que quand on commence à s'auto-diagnostiquer, mais vraiment, on est confronté tout d'un coup à un gouffre de peur, de rejet, la honte aussi, la honte d'être soi, mais je suis différente, mais alors oui les autres m'acceptent pas, c'est moi qui ai un problème, quelque chose vraiment par rapport à l'estime de soi, ça vient toucher à l'estime de soi et ça ne se fait pas donc du jour au lendemain. Donc moi il y a vraiment eu un questionnement, une curiosité intellectuelle parce que j'avais fait des recherches sur la douance et donc naturellement je faisais des recherches sur la dyslexie, sur le trouble attentionnel et sur l'autisme. Vous voyez, je gravitais un peu autour de ça. Mais de là à me diagnostiquer autiste, non, j'en étais vraiment très très loin. Et il a fallu vraiment, alors je sais pas comment ça s'est fait, je pense que j'ai beaucoup lu à un moment, mais en me disant c'est pas moi, c'est extérieur à moi, c'est juste pour voilà, pour approfondir la question de la neurodiversité, mais c'est pas moi. Et finalement, il a fallu que je passe à un test de QI où là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est débloqué, j'ai envie de dire, dans mon cerveau. Je pense que j'étais prête. Donc un an plus tard, un an après les premiers questionnements où j'étais un peu chamboulée dans ma tête, où je me disais ah oui, il y a peut-être quelque chose, mais en fait, je veux pas vraiment le savoir et j'ai pas envie de creuser la question. Et un an plus tard, je passe un test de QI et là, je vois bien que le haut potentiel, la douance, où je m'étais plus ou moins reconnue, ça ne suffit pas. Ça explique pas tout. Il y a quelque chose d'autre. Il y a trop de fatigue, il y a trop de mots somatiques, il y a trop de décalage dans plein de petites situations. Mais là encore, j'étais pas capable vraiment d'expliquer clairement. En fait, c'était une intuition. Et c'est vraiment bizarre, mais à partir du moment où on m'a demandé comment ça se passe avec les autres et que j'ai dit je ne comprends pas, c'est fatigant. Là, d'un coup, en fait, j'ai eu une intuition qui me venait de je ne sais où je me suis dit, je pourrais pas l'expliquer, je pouvais même pas la justifier, je pouvais pas la prouver, mais je me suis dit, mais en fait, je suis autiste, c'est ça la pièce manquante qui explique tout le reste. Et c'est pour ça que je disais dans d'autres vidéos que parfois le fonctionnement HP, il masque l'autisme derrière. Ça explique une partie de la difficulté des personnes, des difficultés, ça explique une partie de l'histoire compliquée des personnes, mais parfois, pas toujours, parfois il y a quelque chose d'autre et il faut aller creuser. Et moi, bon, j'ai eu la chance d'avoir accès aux connaissances. En plus, j'avais une psychologue spécialiste de l'autisme, donc on en parlait parfois, mais comme un sujet un peu extérieur, comme un sujet comme on aurait pu parler d'un autre sujet si vous voulez. Sauf que je pense que inconsciemment ça a dû un peu quand même travailler, me cheminer en moi et qu'à ce moment-là je me suis dit oh, ça y est je suis autiste. Et est-ce que c'était la fin? Bah non, c'était pas la fin, c'était le début. Donc ça c'était le début de l'autodiagnostic. Et encore je trouve que j'ai été assez rapide parce qu'il y a des personnes qui s'autodiagnostiquent assez jeunes en fait, dès le collège voire avant. Et ensuite elles passent 10 ans, 20 ans à ne pas oser en fait creuser la question. Mais moi, du coup, j'ai quand même tout de suite voulu faire un diagnostic pour être sûre que c'était ça. Si vous voulez, toute mon énergie était focalisée là-dedans. Et alors, la démarche diagnostique, puisque ma vidéo, c'était aussi pour parler de la démarche diagnostique,
ça prend une énergie phénoménale, il faut le savoir. En fait, vous êtes à mi-chemin entre... moi, clairement, j'étais un peu au bout du rouleau, moralement, enfin, j'avais fait un burn-out, donc j'avais vraiment des difficultés cognitives, j'avais du mal à me concentrer, du mal à dormir, j'étais tout le temps dans un stress très très important. Donc, c'est cet état d'esprit-là où je suis un peu vulnérable et tout d'un coup, eh ben, je déconstruis encore plus, enfin, je vais vraiment en profondeur me questionner en tant qu'individu, vraiment toucher à l'individu et à ses particularités. Et donc, c'était vraiment un parcours du combattant où en même temps, avec tous les professionnels que j'ai vus, psychologues, psychiatres, psychomotriciens, on n'a pas voulu, en fait, on n'a rien voulu laisser au hasard. Et donc j'ai passé énormément de tests pendant 4 mois. Presque toutes les 2 semaines, j'étais testée. Alors je sais pas comment j'ai fait. Je sais plus quel test j'ai passé, il y en avait beaucoup. Mais à chaque fois, on voulait vraiment être précis. Et c'est vrai que on se rend pas compte quand on remet en question un diagnostic. Bon, moi, c'était un diagnostic dans le privé et il y a mon chat. Coucou, pirate. Coucou. Oui, voilà. Donc, c'était un diagnostic dans le privé. Donc, on a l'impression que mon médecin, hop là, il m'a donné le diagnostic comme il m'aurait donné une baguette de pain. Merci, au revoir, mademoiselle. Mais en fait, on se rend pas compte de la précision que ça demande. En fait, enfin, moi, mon médecin, il m'aurait pas donné le diagnostic comme ça. Il fallait qu'on soit sûr. Et la psychologue, c'est pareil. Donc, il y a eu un pré-diagnostic, mais à aucun moment, si vous voulez, elle a affirmé quoi que ce soit ou il a affirmé quoi que ce soit. C'était toujours oui, peut-être, mais peut-être pas. Et donc, cet état-là, c'est vraiment insupportable. C'est comme si vous étiez en attente. En fait, vous attendez là, je sais pas moi, vous êtes au bout du tunnel, enfin au début du tunnel et vous attendez de savoir si vous allez pouvoir aller au bout ou pas. Donc vous êtes en attente, en stand-by et c'est ça que je trouve très violent aussi dans le diagnostic, c'est moi à ce moment-là, bon j'étais pas sûre. Donc certes le diagnostic ça m'a vraiment aidé à m'affirmer et à bien m'identifier autiste et à me reconnaître autiste, mais il y a des personnes qui sont sûres parce qu'elles cheminent depuis plus longtemps, c'est légitime. Et à ce moment-là, ils sont sûrs et eux, en fait, enfin je vois pas l'intérêt d'aller passer un test et pour remettre en question en fait, dire non mais ça peut pas être ça, on va vérifier. Mais attendez, mais moi ça fait 10 ans que je me suis autodiagnostiquée. Donc c'est vrai que cette démarche-là, c'est très violent parce qu'en fait ça touche à l'intime, à l'identité. Et quand ça fait longtemps qu'on s'est reconnu, je trouve ça très même un peu, comment je pourrais dire, une entrée dans intrusif, c'est presque intrusif qu'on aille farfouiller comme ça en nous pour voir quel fonctionnement on a, alors que soi-même en fait on s'est identifié et c'est bon. Donc c'est pour ça que parfois certaines personnes ne veulent pas se faire diagnostiquer. Voilà. Mais moi, bon, j'étais pas sûre, j'avais besoin de savoir et c'est vrai que c'était vraiment les sables mouvants. Il faut imaginer la démarche diagnostique, mais aussi l'autodiagnostic comme un fonctionnement en spirale. C'est-à-dire que on cherche, on cherche, on cherche. On veut avoir des réponses. Mais en fait, les connaissances intellectuelles dont on dispose, enfin, faut pas se mentir, elles sont bizarres, elles sont un peu biaisées, quoi. C'est des critères qui sont élaborés par les neurotypiques, extérieurs à nous. C'est très général. Enfin, je veux dire, des problèmes dans les interactions sociales, ça veut dire tout et son contraire. Enfin, il faut savoir de quoi on parle. L'empathie, c'est pareil, c'est très général. Donc, tous ces critères-là, très généraux, très flous, et puis beaucoup dans le moins, donc on a un manque, ça j'ai déjà dit, on a des difficultés, on a un trouble, donc tout ça c'est des mots très pathologisants qui en fait sont durs à entendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu un rejet concernant ce diagnostic et ces critères diagnostiques, ce que je peux comprendre. Et donc on se prend tout ça dans la figure et c'est très perturbant. Donc d'un coup on a ces connaissances. On essaie de voir avec sa propre vie, on se dit ah oui, il y a peut-être ci, il y a peut-être ça, et ensuite on se remet à douter, parce que non, en fait, je pense qu'il y a quelque chose en nous qui résiste, je sais pas ce que c'est, l'inconscient, le surmoi, je sais pas, mais il y a quelque chose où on se dit non, mais là, c'est pas possible, c'est pas ce que je suis, il doit y avoir une erreur, et c'est pour ça que je voulais aussi dire que l'autodiagnostic, c'est pas quelque chose, je veux dire, ça ne nous fait pas plaisir de se faire diagnostiquer. Ça ne nous fait même pas plaisir, je pense, de se faire diagnostiquer. C'est toujours quand même douloureux. Même s'il y a un soulagement, donc moi, quand j'ai été diagnostiquée, il y a eu un soulagement,
Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai vu quand même que j'étais mieux, que j'ai progressé, que je me suis plus alignée, que je suis moins anxieuse. Mais à côté de ça, je me sens hyper vulnérable parce que là, toutes mes compensations se sont levées, enfin beaucoup. Ou en tout cas, si elles se sont pas levées, je les identifie. Donc je sais que là je compense, là je compense, là je vais me fatiguer. Et en même temps, on me demande de continuer à vivre comme tout le monde parce que la société n'est pas du tout informée, sensibilisée à l'autisme. Donc en fait, il n'y a pas d'inclusion, nulle part, ça n'existe pas l'inclusion, franchement. Si ça existe, je veux bien des preuves. Mais bref, donc on me demande de fonctionner comme tout le monde, alors que moi, ça y est, je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes difficultés. Et je sais que c'est pas de ma faute. Donc ça, c'est à la fois un soulagement, le fait de se dire, avant je prenais tout sur mes épaules. Ah bah j'ai mal fait, j'ai mal compris, je suis trop lente, je suis maladroite, je sais pas communiquer, c'est ma faute. Maintenant, enfin après le diagnostic, je me suis dit, ah mais c'est, enfin je dis pas dire que c'est la faute des autres, mais ah mais c'est la société qui est pas adaptée, n'importe quoi, ils pourraient faire un effort aussi pour nous inclure parce que nous on a beaucoup à offrir, etc. Donc c'était un peu ma réflexion, mais en fait on est au pied du mur et on se prend des murs justement. Boum, voilà, là on n'a pas compris une consigne et on nous le reproche. Oui, mais vous savez que je suis autiste, je vous l'ai dit. Bah oui, mais les gens ils savent pas ce que c'est que l'autisme, ils comprennent pas. Donc déjà, en fait, c'est comme quand on m'a parlé de test de QI, j'ai bugué. J'ai vraiment eu un rejet. C'était pas possible, ça n'était pas envisageable, ça n'existait pas. Mais je pense que ça, c'est ce que tous les gens vivent. Je sais pas, je suis pas à leur place, mais quand on commence à leur parler de différences neurologiques, donc HP, autiste, trouble 10, je ne sais pas, je pense qu'ils expérimentent aussi ce bug-là et ils se disent mais non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Il y a quelque chose qui résiste. Mais pourquoi? Parce que c'est cette éducation. C'est vraiment un problème, pour moi c'est un problème global qui dépasse même l'autisme, c'est la façon dont on est éduqué à ressentir nos émotions et à prendre en compte nos besoins. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une culture de l'uniformité, qu'on ressent tous la même chose, on est tous pareils. Et moi l'exemple le plus flagrant c'est l'autre jour je parlais des tests PCR et j'expliquais que j'avais peur d'avoir mal lors du test, que ça me fasse mal. Donc c'est pour ça que j'avais des réticences à le passer. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu « Ah mais non, ne t'en fais pas, je t'assure que ça ne fait pas mal. » Oui mais qu'est-ce que tu en sais en fait? Tu n'as pas ma sensibilité, tu n'as pas mon histoire, tu ne seras pas dans ma peau à ce moment-là avec ma fatigue et le stress de ma journée et tout le reste. Donc comment tu peux affirmer que ça ne fera pas mal? Et ça je trouve que c'est très révélateur de... on se prend comme exemple, on croit que tout le monde fonctionne comme nous, ou en tout cas on croit qu'il n'y a qu'une façon de ressentir, qu'il n'y a qu'une façon de penser, qu'il n'y a qu'une façon d'être. Et c'est pour ça que je trouve que la neurodiversité, moi j'adore, c'est un concept génial qui met vraiment l'homme au centre. Et depuis que j'ai ces connaissances-là, j'aurais même pas été autiste ou HP, mais c'était pas grave, c'est déjà un immense cadeau d'être capable d'avoir ces connaissances. Dans mon travail, ça m'aide beaucoup, dans mes relations aux autres aussi. Je me rends compte à quel point l'homme en fait est riche. Enfin moi je me passionne pour l'être humain, voilà, même si l'être humain peut aussi faire très peur et faire très mal, mais depuis que j'ai toutes ces connaissances, je vois à quel point l'être humain c'est tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Et en même temps je vois aussi à quel point on se bride, on s'enferme dans des préjugés, dans des cases et on enferme les autres parce que en fait on n'a pas réussi à écouter nos ressentis et à identifier nos besoins, eh bien on ne veut pas accorder aux autres qui les identifient et qui les expriment et les respectent. Et je pense que c'est un cercle vicieux, c'est pour ça que nous là on gêne avec notre handicap, soi-disant il faut nous prendre en compte, il faut qu'on fasse attention à nous parce qu'on a des besoins différents. Oui mais en fait cette différence c'est les limites et les limites tout le monde en a, mais pas tout le monde est capable de les identifier. Et je pense que là, ça vient titiller quelque chose de lié à l'histoire personnelle et c'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc moi-même, en fait, je pense que j'étais dans une éducation, dans une culture très très validiste en fait. Je me poussais vraiment à bout tout le temps et j'étais vraiment dans un moule et même moi-même, en fait, j'ai été l'instrument. C'est-à-dire que moi-même, j'étais validiste avec les autres, à avoir des jugements, etc. parce que je me rendais pas compte. Et je me demande même si les personnes... neuroatypiques ne sont pas parfois plus validistes que les autres. C'est ce qu'on appelle le validisme intériorisé. Et j'ai l'impression que parfois on a tellement tenu
qu'en fait on s'impose à soi-même tellement de choses éprouvantes pour le corps, on compense tellement qu'après on va aussi l'exiger de la part des autres. Je sais pas, c'est une question que je pose, mais quand je vois que parfois il y a aussi de l'intolérance dans le milieu neuroatypique, qu'il y a aussi des choses où on ne croit pas à l'autre, on ne croit pas son ressenti, on ne croit pas son histoire, où on ne se rend pas compte qu'en fait on est autiste, mais ça nous pousse à déconstruire aussi plein d'autres choses. Des paroles, des paroles qu'on dit qui sont racistes. Enfin voilà, en fait c'est un questionnement global sur l'homme. Et quand je vois que certaines personnes n'ont même pas conscience d'avoir certains fonctionnements alors qu'ils sont neuroatypiques et autistes, bah je me dis qu'en fait le validisme là il a vraiment la dent dure. C'est vraiment compliqué voilà, de juste remettre en question et s'écouter vraiment au fond de soi et être capable d'identifier à quel moment je reproduis un schéma. Et moi il y a des moments encore aujourd'hui où je suis validiste, où en fait j'ai des pensées ou des paroles sans m'en rendre compte et je me dis mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je pense ça? Mais au moins je m'en rends compte pas toujours, mais avec le recul, j'arrive de plus en plus à m'en rendre compte. Je pense que c'est vraiment cette culture qui a la dent dure. Et la société, elle en peut plus là. La société, je pense que les personnes, il y a tellement de violence, surtout en France, j'ai l'impression qu'on a vraiment un problème avec la différence. Ça se ressent aussi dans la façon dont les gens se comportent, la rigidité là comme ça. On a des certitudes surtout, on veut pas bouger, on veut pas... il n'y a plus d'altruisme en fait, vraiment. Tout est centré sur soi et c'est très très violent. Donc pour revenir au diagnostic, c'était vraiment pour expliquer que c'est un long cheminement, l'autodiagnostic, mais une fois qu'on est arrivé au bout et qu'on a déconstruit tout ce qu'on a pu déconstruire, qu'on a travaillé sur soi-même en fait, on n'a plus besoin même de se faire diagnostiquer. Moi j'ai eu besoin de me faire diagnostiquer, mais parce qu'en fait moi j'ai fait le truc en 1 an et demi. 1 an, oui c'est ça, 1 an et demi. 1 an. 1 an et demi, oui c'est ça, 1 an et demi. Parce que pendant 1 an, j'ai évolué sur la neurodiversité. Et ensuite, j'ai passé les tests. Donc, j'ai été diagnostiquée en 4 mois, à peu près. 4-6 mois. Donc, c'est normal. Donc, si vous doutez, c'est normal. Et en plus, on a appris à douter. Comme je l'ai dit, là encore, à l'éducation, on a appris à remettre en question son ressenti, ses besoins, voilà. Et le problème aussi de la société, parce que je parle beaucoup de la société, pour moi, l'autisme, c'est vraiment une question sociologique, voire politique. Donc, ça touche tout le monde, en fait. Beaucoup plus de personnes qu'on ne croit. Et bien, pour moi, en fait, quand on remet en question le ressenti d'une personne, c'est qu'on est dans une dynamique qui est néfaste en fait, qui est vraiment, c'est le commentaire du commentaire, donc on commente mais sans en fait analyse, sans réflexion, sans recul, on est dans l'instant présent, hop, on va commenter et puis surtout c'est un commentaire mais qui va nier l'autre. C'est-à-dire, nous, on sait mieux que l'autre. Maintenant, tout le monde donne son avis et donc des gens sont capables de me dire ah bah non, t'es pas autiste, tu t'es trompé. Voilà, donc c'est quand même hyper grave, hyper irrespectueux. Et je me dis, mais si on en arrive là, et s'il y a même des personnes autistes qui, entre elles, se disent « Ah bah non, un tel est pas autiste, une telle est pas autiste parce que, je sais pas, elle a pas été dans un CRA ou alors elle est trop adaptée. » Enfin, je me dis que vraiment le validisme il a la dent dure. Donc, tout ça pour vous dire que le diagnostic, je l'ai vécu comme un soulagement. Ça permet d'identifier ses besoins, de poser ses limites. Donc progressivement, hop, on regarde à quel moment on a atteint un mur, on peut pas, on se réadapte. Ah, là on est fatigué, donc on va en faire moins. Mais je pense que plus inconsciemment, c'est vraiment un choc immense, dévastateur. Donc soyez prêts, préparez-vous parce que c'est presque un traumatisme, je pense. C'est normal parce que déjà nous, dans notre rigidité mentale, on a besoin que les choses, elles soient toujours un peu de la même façon. Mais notre façon de penser, notre façon d'être, et tout à coup on se rend compte que notre façon d'être, d'interagir, de penser, elle était pas adaptée à qui on est dans l'essence en fait, par essence. Et on peut pas changer ça. C'est trop violent en fait. C'est tout d'un coup, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, en fait, ça n'était pas moi, c'était un masque. Et on a du mal intellectuellement à se le dire et à modifier ça, je pense. Donc ça, c'est peut-être lié à la rigidité mentale. Et c'est pour ça que on est comme ça après le diagnostic et qu'on ne sait plus. C'est vraiment une crise identitaire qu'on traverse, je pense. Il y a vraiment de ça. Et puis, parce que c'est un deuil sur... voilà, moi,
la fille que j'étais à 22 ans, moi je pensais en fait j'avais pas de limite, que je pouvais tout faire. Et j'étais dans le déni de certaines choses, j'étais dans le déni de mes difficultés avec les autres, de mon anxiété, de ma fatigue. Enfin, quand je vois aujourd'hui, j'aurais pas pu tenir comme ça bien longtemps. Et d'ailleurs, j'ai pas tenu bien longtemps. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, je suis pas beaucoup plus vieille, mais il y a vraiment un virage à 360 degrés qui a été fait, puisque je suis passée de je peux tout faire à, en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus. Je suis dans le déni. Enfin, je veux dire, j'ai peur de tout. Qu'est-ce que je peux faire physiquement? Qu'est-ce que je peux faire intellectuellement? J'ai peur du surmenage, j'ai peur des autres aussi. L'autre me terrifie parce que je vois à quel point il est intolérant, agressif. Et c'est ça aussi, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui d'être devenue un individu. Avant, c'est pas que j'étais pas un individu, mais disons que j'étais peut-être pas trop dans mon centre, vous voyez. Et là, maintenant, je suis alignée. Donc, je suis moins anxieuse parce que j'ai lâché une partie de mes compensations, mais je suis plus vulnérable, paradoxalement, parce que je suis exposée, parce que je montre plus qui je suis à l'intérieur. Je montre plus l'autisme, en fait. Et donc, bah, ça amène à de l'agressivité, à de la violence, voilà, parce que je gêne, quoi, parce que ça se voit qu'il y a quelque chose, voilà, que je suis différente. Donc ça, il faut aussi être prêt, être prête à l'assumer, c'est ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais aucun recul, donc je me suis tout de suite exposée sans en fait me protéger. Mais c'était un parti pris, hein, c'est parce que j'avais besoin aussi, à travers vous, me solidifier quoi, dans mon être. Et vous m'avez aidé, donc merci, j'espère que je vous aide aussi. Et ouais, maintenant que je suis plus solide, je vais vers en fait une réflexion plus globale sur la société, l'homme, le monde du travail, les relations hommes-femmes, le modèle social du handicap, plein de questions. Et je me pose plein de questions et je me dis, d'un côté, je me dis ça va pas du tout. De l'autre, je me dis, je suis très en colère. Vraiment, ça va pas du tout, je suis très en colère. Mais je le prends plus contre moi. Donc c'est plus moi, ma faute, etc. C'est vraiment une colère abyssale contre l'humain et aussi un sentiment, une lucidité, mais qui amène beaucoup de solitude. Alors je vais pas dire que maintenant j'ai tout compris sur tout, c'est pas ça. Mais disons que maintenant j'ai des connaissances et un recul et un vécu qui fait que bon, j'analyse certaines situations, je vois un peu certains comportements. Et je me dis, mais mon Dieu, mais comment on peut encore vivre ce genre de situation? Mon Dieu, mais comment on peut faire encore laisser encore telle personne prendre un tel pouvoir? C'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible parce que bah moi j'ai fait du développement personnel, mais les autres non. Et donc je suis un peu entre guillemets plus lucide qu'eux, enfin en avance. Et comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi j'ai l'impression d'être un peu dans Matrix, c'est-à-dire j'ai pris la pilule bleue, je sais plus, la pilule qui fait que on accepte le monde tel qu'il est, mais du coup on voit le chaos et ça fait mal. Et donc je pense que c'est normal aussi si vous vivez une grande période de deuil et de souffrance. Enfin, moi en ce moment je me sens vraiment vulnérable. Psychologiquement, c'est le mois de novembre, tout ça, c'est pas très rigolo. Et en plus, je dois faire ce deuil-là, le deuil de me dire, bah, toute ma vie, je prends des murs parce qu'en fait, la société ne m'accepte pas. Elle ne veut même pas me prendre en compte, ne me regarder et se remettre en question. Non, c'est à tel point que quand j'affirme en disant que je suis autiste, elle préfère dire, non, c'est faux, tu ne l'es pas, tu as dû te tromper. Au lieu de se remettre en question, c'est quand même incroyable. Je pense qu'avant, je vivais dans un moule étroit et mais que je sentais pas. Et aujourd'hui, ce moule-là, je le sens et ça fait mal. D'ailleurs, j'ai mal partout. Et les douleurs physiques, bah, je pense que c'est aussi une sorte de prise en compte de mes limites physiques. Ça fait partie du processus, mais aussi bah, un deuil à faire de l'ancienne April, quoi, et la nouvelle April avec son histoire et la solitude immense, mais aussi en même temps beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Enfin voilà, moi j'ai envie, j'ai quand même plein de projets, même si en ce moment c'est compliqué. Et pourquoi se faire diagnostiquer? Pour finir, bah, je dirais que c'est aussi pour rendre l'autisme plus visible. Parce que quand vous faites officiellement diagnostiquer, vous êtes visible. Vous avez une RQTH, etc. Vous avez des aménagements. Et ça pousse l'autre, du coup, à envisager l'autisme sous un autre angle.
vous voyez, enfin moi je pense que des personnes n'imaginent pas que je suis autiste, même des autistes parfois. Donc tout d'un coup, avec mon diagnostic qui officialise un peu quand même la situation, qui me rend plus légitime, hein, même si j'en ai pas besoin, mais voilà, eh bien ça pousse des personnes peut-être, hein, on peut toujours rêver, mais ça pousse les personnes à s'interroger sur l'humain en fait, et peut-être à créer des déclics, et aussi se faire diagnostiquer, bah ça montre la variété de l'autisme tout simplement. C'est-à-dire le fait qu'il y ait plein d'autismes différents, même s'il y a un socle de caractéristiques communes, mais que voilà, et ça ne sert à rien de dire tu n'es pas autiste parce que tu ne me ressembles pas. C'est absurde en fait. Il y a tellement de personnes différentes déjà dans le monde, mais en plus entre les autistes, qu'il faut aussi qu'on soit conscient de notre propre diversité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de neurodiversité. Et j'ai vraiment l'espoir que si vous aussi vous faites diagnostiquer, si vous aussi vous peut-être vous parlez de l'autisme, vous osez briser ce mur du silence, parce que je crois que de ne pas parler, c'est servir le validisme en fait. On est invisibilisé par notre éducation et après on s'invisibilise soi-même en ne parlant pas pour pour respecter le cadre rigide de la société. Mais je crois que ce cadre, il a besoin d'exploser, d'être malmené et nous, on a peut-être le pouvoir de faire ça en disant à la société stop, arrête, tu vois bien que nous, on ne peut pas suivre, donc essaie plutôt d'être à notre écoute. Donc si vous avez des doutes pour vous faire diagnostiquer, je sais qu'il y a beaucoup de médecins, c'est très compliqué et d'ailleurs je vais essayer de vous mettre en pièce jointe une liste de médecins safe parce que certains d'entre vous me l'avaient demandé et fonction exécutive oblige, j'ai un peu tardé à répondre. Donc dans la barre d'infos, je vais vous mettre une liste de professionnels safe et j'espère que ça pourra vous aider à vous faire diagnostiquer. Voilà, parce que c'est quand même... c'est faux de dire qu'une fois qu'on est diagnostiqué, on est vulnérable, on n'est pas en sécurité. C'est faux parce qu'en fait, on est plus... Enfin, on est en insécurité si on n'est pas diagnostiqué parce qu'on est invisible. Quand on est diagnostiqué, bah, il y a une partie des compensations qui partent. Du coup, on est vulnérable, mais en même temps, on est plus fort en soi, on est plus aligné. Et il y a des choses pour lesquelles moi, par exemple, je me laisse plus faire. Je suis plus affirmée. Donc, je pense que c'est une erreur de croire qu'il faut se cacher, il faut pas dire parce qu'on a peur de la réaction des gens, parce que les gens sont violents. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on essaie de tous, en fait, affirmer qui l'on est. Et qu'à un moment donné, si on s'y met tous, bah, la société, elle va pas avoir d'autre choix que de nous écouter. Peut-être, on sait jamais, on peut toujours rêver, mais en tout cas que ça sert pas la société et ni nous, ça nous sert pas à nous de nous taire et de continuer à prendre sur nous parce qu'à un moment, on va plus pouvoir. Voilà ce que je voulais dire pour cette vidéo qui est un peu fouillie. Mais bon, j'espère que ça vous aura aidé et surtout n'hésitez pas en ce moment à vous faire une petite bulle de protection, de douceur, de bonheur parce qu'on en a besoin. C'est pas évident, surtout avant les fêtes, ça remue toujours beaucoup et le mois de novembre. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.